Des bons chanteurs, il y en a beaucoup, vous savez. Des grands chanteurs, il n'y en a pas tant que ça. Les autres sont des chanteurs, Roberto, c'est au-delà. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours positif. Je veux dire, c'est le partenaire assez idéal. Roberto, c'est une pointure. Je ne peux pas employer d'autres mots que le mot des sports de haut niveau. C'est un puncher et il ne faut pas l'emmerder. Je trouve que Roberto, il a un peu démocratisé et puis il a ouvert l'opéra peut-être à des gens qui pensaient que c'était très élitiste. Il est absolument unique, Alagna. Il n'y a pas un autre ténor comparable dans son domaine. C'est l'extraordinaire enthousiasme qu'il a de chanter et qui est extrêmement communicatif. C'est quelqu'un qui m'a aidé énormément. Si j'ai une idole sur cette terre, ce serait Roberto Alagna. Un jour, lorsque je m'arrêterai, je crois que je fermerai les yeux comme ça et je profiterai de tout ce que j'ai emmagasiné à l'intérieur de moi, dans mon âme, dans mon cœur. Et tout ce que j'ai goûté va revenir à l'intérieur de moi avec encore plus de saveur. Roberto Alagna enchante depuis 30 ans les grandes scènes du monde entier. New York, Paris, Londres, les Corrégies d'Orange, Berlin et Milan sont les lieux où il rencontre un public passionné et fidèle. Avec une soixantaine de rôles, Roberto Alagna est devenu une star universelle, à l'instar d'un Pavarotti ou d'une Callas. Lors d'un voyage qui nous emmènera de New York à Paris, nous retracerons les grandes étapes de la carrière du chanteur français le plus célèbre au monde. Ce soir, au Metropolitan Opera, c'est la dernière de Carmen. Roberto a beau connaître son Don José sur le bout des cordes vocales, ça ne l'empêche pas d'être dans les loges 2 heures avant la représentation. Le temps pour lui de peaufiner costume et maquillage, mais surtout pour se glisser dans la peau de son personnage. La chaleur. Tutto bene? Sì, vado a dormire. Sì, sì. La bimba dorme? Sì. Ok. Bocca al lupo, amore. Più lupo. Scrivimi come sta andando. Si. Ok. Sì. Certo. Ciao. Tiens, ça fait longtemps que je suis là. Et normalement, on devait être là toute la famille, mais du coup, il y a eu des problèmes, on n'a pas pu. Voilà. Donc je suis content de revenir. La luna fatale, la mente fatale, la vita fatale. Si Don José dans Carmen est une de ses interprétations les plus remarquables, il a entre autres brillé dans Roméo et Juliette ou dans Tosca sur cette même scène. Plus de 20 ans qu'il est l'artiste incontournable ici. Lève-toi, soleil, fais pâlir les étoiles qui dans l'azur s'envolent, brillent au firmament. Io che nell'alma infondere amor vorresti esprimere, desio nel cor accendere, tu devi di libertà, desio accendere, accendere, di libertà. La vita. Good evening, ladies and gentlemen. 30 minutes, please. What happened? Start tonight's performance of Carmen.
Chanter à New York, pour moi, ça a été un rêve au départ, et ensuite ça a été une sorte de souffrance. Parce que justement, je laissais ma fille, Ornella, et j'avais l'impression vraiment d'être vraiment très loin. Quand vous avez des enfants, on perd des tas d'instants magnifiques. C'est ça les sacrifices. De ne pas être avec sa famille, avec sa femme, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me déchirait le cœur. Et donc, je ne voyais pas du tout la beauté qui m'entourait de cette ville. Et je ne profitais pas du tout de New York. Je n'aimais pas du tout cette ville. Et puis ensuite, Ornella est devenue grande. Elle est devenue une belle jeune fille. Elle s'est envolée. Et là, j'ai commencé à voir cette beauté qui m'entourait de cette ville. Et j'ai adoré. J'ai adoré me balader dans ces villes où j'avais l'impression d'être toujours dans un film. Et maintenant, j'adore aller à New York. J'adore, ma fille me rejoint, j'ai ma famille. Aujourd'hui, avec Alexandra, j'ai beaucoup de souvenirs. Donc j'aime beaucoup le théâtre et j'aime beaucoup cette ville. On n'arrive pas au niveau où il est arrivé. On ne chante pas au Metropolitan Opera, à la Scala de Milan, à l'Opéra de Paris et dans bien d'autres, à Londres et ailleurs, si on n'a pas cette sensibilité particulière. C'était une voix, ce qu'on appelle une voix naturelle. Si on prend Carmen, parce que c'est vraiment un opéra dont tous les chanteurs ont peur. C'est magnifique, mais c'est très difficile à chanter. Et son premier grand air, qui est La fleur que tu m'avais jetée, qui est vraiment celui où on l'attend, c'est très difficile à chanter. Parce que techniquement c'est difficile, parce qu'il y a des aigus qu'on attaque sans appui, il faut les attaquer sans monter net comme ça, bien placé. Il y a ça, il y a ce qu'on doit y mettre, cette espèce d'amour comme ça qui s'épanouit dans la voix, dans la couleur de la voix. La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison m'était restée, flétrie et sèche cette fleur, gardez toujours sa douce odeur. Et pendant des heures entières, sur mes yeux, fermant mes paupières, de cette odeur, je m'enivrais. Et dans la nuit, je te voyais. Je ne suis plus Roberto, mais je suis ce personnage. Et je suis envoûté par mes partenaires, par la musique, par l'orchestre. Combien de fois il a fallu que je retienne mes larmes. C'est ça la force du théâtre, c'est ça la force de l'opéra, c'est ça la force de la musique. C'est que des fois, il y a des vers qui peuvent être, lorsqu'ils sont déclamés, ont une force. Et la musique arrive dessus et c'est encore plus fort. En chantant, vous chantez, ou l'orchestre, et puis hop, il se passe quelque chose. On peut s'interroger sur la manière dont on ressent cette émotion, comment elle se construit, l'émotion que produit un chanteur comme Roberto Alagna. D'abord, il y a une espèce de coup de poing du timbre. Donc il y a cette espèce d'irradiation d'une voix. Callas, c'était la même chose, Pavarotti était la même chose. Il y a des voix qu'on reconnaît sur un seul mot, une seule mesure. La deuxième chose, c'est qu'il a quelque chose d'un animal qui se projette en avant. Il a quelque chose de physique. Au fond, il vient vous toucher.
Mais quand je dis toucher, bien sûr, c'est autant de toucher le cœur, mais il vous touche le corps aussi. Et c'est précisément ce rapport-là qui fait qu'il est excitant. Il produit quelque chose qui est assurément d'un ordre sexuel quelque part. Son Don José, à mon sens, inégalé à ce jour. Parce qu'il me bouleverse complètement. Parce qu'à la fin, vous savez, la fin de Carmen, mais à chaque fois, je suis scotchée sur mon fauteuil. Qui n'a pas vécu ce genre de situation où vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit « je ne t'aime plus » et vous l'aimez encore. Dire une rupture, c'est pas rien. Et là, on sait, rien qu'à la manière dont il dit « Mais moi, Carmen, je t'aime encore. Carmen, ma Carmen, je t'aime, je t'adore. » Il y a une espèce de, à la fois de désespoir et il lui dit en même temps « Je veux pas que tu ailles vers un autre. » Et il fait ça, je sais pas comment il se débrouille, mais on se dit « Ça y est, elle est morte. » C'est sublime, tellement il est bouleversant. Parce qu'il y a cette voix qui éclate, c'est somptueux. C'est un grand, grand, grand musicien. Quand il est dans un personnage, il est dans le personnage, il ne fait pas semblant. Il est profondément sincère. Et notamment Carmen, qu'on a tous les deux beaucoup chanté, séparément mais aussi ensemble. Donc ce sont des rôles que l'on maîtrise bien. Non seulement il est tout le temps en recherche, il n'est pas quelqu'un qui se lasse ou qui fait ça sans s'investir. Il est toujours honnête à ce niveau-là aussi, de chercher comment il peut approfondir, comment il peut améliorer. Il a plein d'idées. Il a toujours plein d'idées. Roberto, il devrait faire de la mise en scène. Ce qui différencie les plus grands ténors dans le monde aujourd'hui, et Roberto Alagna en fait évidemment partie, c'est que ce sont des interprètes complets. Ils ne se contentent pas de chanter toutes les notes, ils deviennent les personnages qu'ils jouent et le public y croit. Chaque spectacle est différent. Et moi-même, j'essaie tout le temps d'être différent dans le rôle. Ce qui est beau dans la musique vivante, dans l'orchestre, c'est justement qu'on se surprenne avec les collègues, qu'on se surprenne avec le chef d'orchestre, avec les éléments de l'orchestre, avec les choristes, avec le public aussi. À peine sorti de scène, Roberto Alagna a rarement le temps de se poser. Dans sa loge, ses amis et ses fans sont déjà là pour le féliciter. Tu vas bien? Magnifique. Ah, t'es gentil. Ça vient de Clermont-Ferrand pour vous voir. Oh, c'est gentil. Les trois amis. Bonjour. Ah, vous êtes venu avec le garde du corps? Oui, exactement. Pareil. Ça va, ça vous a plu? Bon retour à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Bravissimo. Piacere conoscerti. On voit toujours le côté positif, le côté people, le côté glamour de ce métier, mais derrière, il y a un travail énorme de tous les instants et souvent très difficile. C'est un métier extrêmement dur, hein. On est tout le temps sur la route, il faut être en forme, il faut payer cash tous les soirs. C'est un métier horrible, d'une difficulté incroyable. Et ça, le grand public, ne le sait pas forcément parce qu'il croit que c'est facile. Moi, je raconte toujours une anecdote que j'aime beaucoup, que m'a raconté la mère de Nathalie Dessay, qui a une de ses amies qui lui dit « Ah, votre fille chante à l'opéra le soir, c'est formidable, mais dans la journée, elle fait quoi ?» Ça en dit beaucoup sur la perception que le grand public a des chanteurs d'opéra. C'est-à-dire que les gens ont toujours l'impression qu'on chante naturellement. Certes, on a un don au départ, parce que pour arriver à ce niveau, il fallait bien avoir une jolie voix au départ. Mais c'est quoi une jolie voix au départ? C'est un joli timbre.
mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à respirer, on doit apprendre à placer cette voix pour qu'elle puisse, sans micro, emplir toute une salle, passer un orchestre. Et ça, c'est un travail colossal dont personne n'a idée. C'est très difficile de passer du côté spectacle, enthousiasme, quasi les applaudissements, je sais pas, tout est paillettes, etc. Tout a l'air beau, coloré, et d'un coup, comme ça, je sais pas, en l'espace de 3 quarts d'heure, vous vous retrouvez complètement seul chez vous, et ça, c'est assez difficile. Direction Paris pour interpréter 2 autres rôles. Roberto Alagna est pressé. C'est la première fois qu'il va passer autant de temps chez lui. Un rêve pour cet artiste qui sillonne la planète depuis 30 ans. Mais le séjour à Paris revêt un autre caractère tout aussi exceptionnel. Roberto Alagna va chanter à l'Opéra Bastille qu'il connaît bien et au mythique Opéra Garnier où il se produit pour la toute première fois. Pourtant, c'est ici, dans cette ville, que tout a commencé. Moi, je l'ai connu à ses débuts, il faisait encore du cabaret. Il s'appelait Roberto El Magnifico. Il a fait du cabaret pendant longtemps, répertoire, alors, pas lyrique pur et dur, hein. Il y avait le Mariano, il y avait l'opérette. Et c'était quelqu'un qui avait évidemment un potentiel incroyable. Je chantais de la variété, donc je chantais beaucoup de chansons italiennes, de Adriano Celentano, Gianni Morandi, tout ça. Ce sont mes musiciens qui m'ont dit « Roberto, tu chantes bien, mais t'as un défaut. » Il me dit « Tu devrais aller voir un professeur parce que tu chantes trop fort. » À mon avis, il voulait me dire « Voilà, t'es comme un cheval sauvage et maintenant il faut dompter ce sauvage. T'es un volcan, il faut canaliser les énergies pour pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà. » Et il m'a dit « Bon, écoute, nous, on a un professeur qui fait travailler tous les chanteurs de cabaret. C'est Raphaël Ruiz, va le voir et tu vas voir ce qu'il va te dire. » Donc je suis allé voir et j'entre, pas commode, le type au départ, un peu dur comme ça, vraiment le professeur comme dans les films, quoi. C'est un peu Rocky Balboa qui va voir son type pour l'entraîner et puis dans les bas-fonds, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais pour le chant. Alors moi je suis intimidé, bon, je prends ma guitare et je commence à lui chanter une chanson et il a été touché. Et il m'a dit « Pose ta guitare ». Et il m'a dit « Fais-moi ça ». Et il m'a fait un arpège, et il m'a dit, voilà, chante-moi ça. Et donc j'ai reproduit l'arpège, après il a continué, et là il m'a dit, il s'est retourné, vraiment les larmes aux yeux, tu as toutes les notes, et il m'a dit, tu es ténor. Bon, il m'a dit ça, je dis, c'est pas possible, moi le ténor, c'est un surhomme pour moi, c'est une chimère. Le surhomme, c'est les X-Men. Pour moi, le ténor, c'était ça. C'était quelqu'un qui n'était pas humain. Donc je dis, mais vous êtes sûr, etc. Il m'a dit, oui, viens ici, je vais te donner des cours, etc. Je lui ai dit, mais moi je chante dans les cabarets et tout ça. Il m'a dit, non, il faut que tu laisses tomber ça, parce que... Et je dis, mais je ne pourrais pas vous payer. Il me dit, c'est pas grave, tu viens ici, tu ne payes pas. C'était bizarre comme leçon, mais il me donnait de la joie, il me donnait de la confiance, il allumait une flamme en moi. Ça y est, j'étais parti. Moi, je voulais faire de l'opéra. J'avais dit à Ruiz, ça y est, j'arrête le cabaret. Maintenant, je vais vraiment me dédier à l'opéra à 100%. Et Roberto Alagna a bien fait d'écouter son professeur de chant. À peine lancé, il va être très vite repéré et médiatisé. Et nous allons commencer tout de suite par un jeune ténor. Il est italien par son père, mais il est né en France. Il s'appelle Roberto Alagna. À la première note, je me suis dit, est-ce que j'entends bien ce que j'entends? Il y avait d'abord une espèce de projection de la voix. La note était sortie toute droite, comme ça. Et il a continué à chanter. Et au fur et à mesure qu'il chantait, j'avais vraiment des frissons. Je me disais, mais j'ai jamais entendu une voix comme ça chez quelqu'un d'aussi jeune. Une voix naturelle qui jaillissait de sa poitrine et de sa gorge, comme un rayon de soleil.
J'étais, mais scotchée sur ma chaise, je ne savais pas quoi lui dire. Quand il a commencé à chanter au début des années 90, bon, on a tout de suite vu, bien entendu, l'importance du ténor qui arrivait, et on a pu penser assez facilement que c'est quelqu'un qui allait durer. Parce que d'abord, au départ, il avait fait les bons choix de rôle, il avait une très bonne technique, une voix claire, solaire, limpide, saine. Mais on voyait déjà cet homme qui voulait faire une carrière aussi, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire de carrière ou qui ont peur de la carrière. Avoir une ambition, c'est une chose, avoir les moyens de s'ambitionner, c'est autre chose. C'est lui, Pavarotti, Mario Lanza, toutes ces grandes voix qui ont marqué l'histoire du lyrique, c'est des gens qui voulaient s'en sortir, qui voulaient devenir des stars. Mesdames, Messieurs, nous accueillons maintenant sur notre plateau un garçon à qui tout l'avenir est promis. Voici Roberto Alagna. Je crois que j'ai entendu des voix comme ça que 2 fois, qu'il y avait cette couleur-là, qui était la couleur de Pavarotti d'ailleurs. Une couleur comme ça, fruitée, ensoleillée, enfin magnifique. Oh ben, indéniablement, le seul modèle de Roberto Alagna, c'est Pavarotti. Il a appris que Luciano Pavarotti devait venir signer des autographes dans un magasin de disques à Paris. Et donc, évidemment, il y est allé. Et pour moi, c'était comme un dieu. Je voyais un dieu, en vrai. C'était Poséidon et Bacchus en même temps. Il avait ce truc, ce sourire et machin en même temps. Il était énorme, il était... Moi, je voyais un géant. Évidemment, dans une telle occasion, il lui a dit qu'il aspirait à devenir chanteur lyrique. Et Luciano lui a dit « C'est bien, viens en Italie que je t'écoute. » Et je suis arrivé à Pesaro. Je me suis changé dans les toilettes du restaurant. Et je suis allé au théâtre. Le rendez-vous, c'était au théâtre de Rossini. Et puis là, je vois plein de gens qui arrivaient, des jeunes. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font ? Et là, c'est là que je me suis aperçu que c'était un concours. C'était les éliminatoires de son concours. Il m'avait invité. Mais moi, j'avais rien. Je n'avais rien préparé, j'avais aucune partition, rien. Et je me suis retrouvé devant lui. Il était en plein milieu du théâtre. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que vous chantez ? Moi, j'ai déjà rien amené, maestro. Et il me dit, bah, comment ça ? Pourquoi tu n'as rien amené ? Puis je lui ai expliqué, non, je suis le jeune là, que vous avez rencontré à Paris. Je pensais que vous vouliez simplement m'écouter, je ne savais pas. Ah, il me dit, oui, je me souviens de toi. Vas-y, chante-moi ce que tu veux. Je lui ai dit, je peux vous chanter la danse ? Il m'a dit, de Rossini. Je lui ai dit, oui. Allez, vas-y. Et donc, Ousmane s'est mis au piano. Et j'ai fait une mesure. Stop, il m'a dit. Juste avec la tenue. Oh, merci, au revoir. Et tout le monde avait chanté 2 morceaux. Cecilia Bartoli juste avant moi. Je dis mince. Et puis je suis parti complètement détruit. Je me suis fait virer. Et en fait, non. J'étais qualifié avec 2 notes. Voilà. Et il m'a dit, tu as une voix fascinante. E quando alla finale lui ha aperto bocca per cantare, io mi sono veramente commosso perché è un grandissimo tenore lirico, grandissimo, già con grandissime qualità. Io credo di avergli dato un consiglio che gli servirà per tutta la vita, perché lui intelligentemente l'ha fatto subito e adesso si trova nei primi posti della classifica dei tenori. Roberto Alagna a du talent et des qualités, c'est certain. Sûrement qu'il aurait percé quoi qu'il arrive, mais dans la vie, il faut toujours être au bon endroit, au bon moment. Et bien sûr, éviter d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Lui a été là au bon moment et ça lui a permis de gagner du temps. La rencontre avec Luciano Pavarotti, le plus célèbre ténor dans l'histoire du lyrique, donne un élan décisif à la carrière du jeune chanteur. Son timbre exceptionnel et sa diction reconnaissable entre toutes lui ouvrent rapidement les portes d'un grand nombre de scènes et sa notoriété est fulgurante. Depuis, il mène sa carrière à un rythme soutenu,
avec une vitalité et une fraîcheur sans cesse renouvelées. À peine rentré de New York, Roberto Alagna a déjà un emploi du temps bien rempli. Il démarre les répétitions pour le spectacle du Cid de Jules Massenet au Palais Garnier. Et dans quelques jours, il enchaînera avec la nouvelle production du Roi Artus d'Ernest Chausson à l'Opéra Bastille cette fois. Je suis ravi parce que cette année, c'est la première fois que je passe autant de temps à Paris. Ça fait à peu près presque 4 mois, 4-5 mois, et je n'ai jamais passé autant de temps à Paris depuis 30 ans. Donc je suis ravi parce qu'ici, bien sûr, j'ai ma famille, je peux voir mes parents, j'ai ma fille qui habite ici. Donc voilà, je suis à la maison. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a presque gêné de dire que je faisais mes débuts à Garnier, au bout de 30 ans. Et quand on dit que personne n'est prophète en son pays, j'ai envie de me dire oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas beaucoup chanté. En fait, ici, j'ai beaucoup chanté à l'étranger et très peu en France. J'étais très touché parce que, d'abord, Garnier, c'est un théâtre légendaire. Hein. Quand on retrace un peu toute l'histoire de Garnier, c'est tous les grands ténors, les grands noms, les légendes sont passés par là. Et donc, j'avais envie depuis des années. Je me souviens, mon enfant, combien de fois je suis passé devant Garnier et je me disais, tiens, un jour, peut-être que je chanterai là. Bon, je n'osais même pas le dire, mais je le pensais à l'intérieur. Ça va ? Bonjour, ça va, merci. Bonjour. Par Saint-Jacques de Compostelle, c'est doué ma foi. Pour célébrer comme il se doit son entrée à Garnier, Roberto Alagna ne pouvait pas rêver mieux que le Cid. Cet opéra de Jules Massenet, il l'affectionne particulièrement. Il l'a incarné une seule fois à l'Opéra de Marseille il y a quelques années. Il sait donc à quel point l'œuvre peut être ardue. Ça tombe bien, le chanteur aime prendre des risques et étonner. Vous savez, ce sont des œuvres que, quand on écoute pour la première fois, bon, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins. Mais quand vous commencez à travailler la partition, et quand on commence à travailler et voir un petit peu comment ce génie a réussi à faire cette alchimie, à composer note par note, l'harmonie, etc., c'est vraiment ça. On rentre dans ce monde et puis on a vraiment l'impression de découvrir une femme qu'on aime et qu'on va lire comme dans un livre ouvert. Voilà, et chaque page, on va découvrir quelque chose. La répétition, c'est le laboratoire. On expérimente des choses. Voilà, ça, c'est ce que j'aime, moi. Dans les répétitions, je vais tout le temps chercher à trouver autre chose. Et aussi à travailler des choses techniques aussi. Parce que si vous ne maîtrisez pas la technique au moment de la première, après, vous ne pouvez pas évoluer dans le personnage. Il faut d'abord maîtriser la technique. Et ça, c'est pendant les répétitions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la pause, 19h30, deuxième partie. Donc si vous ne me voyez pas, vous appelez les pompiers, vous avez le numéro? Parce que jamais, tu sais, je peux prendre feu. Le Cid est aussi l'occasion pour Roberto Alagna de retrouver un vieil ami et compagnon de route, le grand chef d'orchestre, le maestro Michel Plasson. Une amitié indéfectible unit les deux artistes depuis le début de sa carrière. On a fait tellement de choses ensemble et nous avons, je pense, l'un et l'autre une affection partagée. Vous savez, l'amitié, c'est si fort et l'estime que définir le moment, le déclic de la première fois, il semble qu'il y a eu beaucoup de premières fois. Ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non li va amore la donna immobile
Enfin, le chef-d'œuvre de Puccini, La Bohème, donné en ce moment au théâtre du Capitole à Toulouse. Des airs célèbres que vous connaissez bien, servis par un ténor français qui ne cesse de conquérir le public, Roberto Alagna. Je me souviens des jours meilleurs, des jours tristes pour lui. On faisait une série de Roméo et Juliette incomparables et où il était si malheureux, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux qu'il avait avec son épouse disparue. C'était l'époque où sa femme était extrêmement malade et elle allait d'ailleurs malheureusement décéder quelques semaines plus tard. Et dans la journée, il était à l'hôpital pour être avec elle et le soir, il chantait Roméo et Juliette à l'Opéra Comique. Et je me souviens de ces représentations étaient absolument magiques au niveau de son implication, de sa sensibilité. C'était bouleversant et je vous répète, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Et la musique le soutenait et moi, à ma place, j'essayais aussi de le porter, de le consoler dans la musique. C'était une période très effroyable pour lui. Il est sûr que cette époque de Roméo et Juliette est une époque où il vivait des moments extrêmement douloureux et je pense que ça a exacerbé encore plus sa sensibilité et qu'il avait besoin de donner encore plus à son public et de recevoir du public parce qu'on donne beaucoup mais c'est pour recevoir en échange. Et cet échange qu'il y a entre le public et un chanteur, c'est quelque chose d'extrêmement important et Roberto a besoin de recevoir de son public. Et il prend beaucoup de son public. Retour à Garnier. C'est le jour J, le fameux soir de la première. Un moment attendu et redouté à la fois. En une soirée, le travail fourni par les artistes autant que par les techniciens va être jugé, critiqué ou célébré. La première, c'est toujours un moment très fort pour un artiste parce qu'on a eu une longue période de répétition et c'est le jour J. C'est-à-dire c'est le moment où on va présenter le bébé un petit peu. Hein. On a tous travaillé très dur, un spectacle, le metteur en scène, le chef d'orchestre, les choristes, les partenaires, les accessoiristes, enfin tout le monde. Et ce jour J, donc la première, il faut que tout fonctionne, il faut que tous les ingrédients rentrent en alchimie. Voilà. Et donc on est tous un petit peu plus stressés. Racontez-moi un peu de votre rôle. Ah, c'est un rôle, pour moi c'est une sorte de Jeanne d'Arc, le Cid. C'est Jeanne d'Arc, il entend des voix, il a ce dilemme entre l'honneur et l'amour, qui est le dilemme universel, j'ai envie de dire. Hein. Il y a toujours ce problème entre l'honneur, l'amitié, la fidélité à son roi, la fidélité à son pays, et puis l'amour qui fait qu'on transgresse tout à cause de cet amour qui est plus fort que tout. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Imaginez que vous soyez amoureux d'une jeune femme et que, par accident ou par quelque chose, vous ayez tué son père. C'est horrible. Ça pourrait peut-être même se passer aujourd'hui. C'est ça qui est beau dans l'art. C'est-à-dire que même une œuvre qui a été écrite il y a 200 ans ou plus fonctionne aujourd'hui parce que le sentiment doit être moderne. C'est le sentiment que ça provoque qui doit être moderne.
Dans la salle, ce soir, un spectateur bien particulier, le docteur Gérald Fin. C'est l'ORL de l'artiste, le gardien du temple. Dans l'ombre, et depuis des années, ce spécialiste de la voix veille à la bonne santé du précieux instrument, les cordes vocales de Roberto Alagna. La première fois que je l'ai vu, il connaissait sa tessiture, mais ça l'a intéressé qu'on lui confirme qu'il était ténor lyrique. On a des techniques de confirmation de tessiture avec des études informatiques de la voix, donc je lui ai confirmé qu'il était ténor lyrique. Il était bien sûr très content. Lui, je pense que ça lui correspond au niveau de son mental et de son émotionnel à être ténor, puisqu'il a besoin de jeter sa voix, de créer de l'émotionnel au public. Roberto se démarque d'abord de son hyperactivité, son hyper-tonicité. Il se donne à fond, il se donne à 100%, ce qui est rare dans ce métier, puisque lui, vraiment, il se donne à 100% et il chante, quelles que soient les circonstances. Il a une grande connaissance de son métier, donc de l'instrument qui me concerne, qui est la voix. Il a été présent quand j'ai eu besoin de lui, surtout dans les moments difficiles où on m'a trouvé ce kyste dans les sinus. Et depuis, on est toujours resté très proches. C'est quelqu'un qui m'a accompagné dans ce parcours, dans cette carrière. Il m'a accompagné depuis le début. C'est vrai que mon métier, c'est d'être dans l'ombre. Je pense qu'il prend parfois quelques risques, parce que parfois, il m'avoue avoir chanté beaucoup la veille, ce qu'il n'aurait pas dû, puisque un chanteur lyrique ne doit pas chanter au-delà de 1 à 2 heures par jour sa voix pour s'entraîner. On ne sait jamais comment cet instrument physique va réagir. Il le sait parce qu'il a une technique extraordinaire, intuitive. Mais enfin, il y a toujours le risque. Oui. Le cid est un rôle très difficile pour un ténor. C'est peut-être pour ça qu'il est rarement interprété. Il faut dire que son grand air « Ô souverain, ô juge, ô père » se situe dès le début de l'acte 3. Le chanteur doit atteindre un registre très élevé sans échauffement préalable. Le moment est souvent intense et touchant. La caractéristique d'un chanteur d'opéra, c'est qu'il a la possibilité, au niveau de sa voix, de faire ce qu'on appelle un singing formant. C'est un mot anglais qui veut dire qu'il est capable vocalement de passer au-dessus de l'orchestre symphonique. Un chanteur, disons, prenons un ténor lyrique comme Roberto, il a un espace vocal. Cet espace vocal, c'est ce qui va des notes les plus basses aux notes les plus hautes. C'est ce qu'on appelle un ambitus, c'est l'ampleur de ses possibilités. Mais ça n'est pas tout, car il y a derrière l'ampleur de ses possibilités, il y a la possibilité de projeter la voix avec cette énergie qui va donner de la couleur aux notes. Et c'est cette couleur-là qui va faire vivre le texte, qui va faire vivre le personnage. Roberto, c'est dans la coloration qu'il est absolument impérial. Et c'est ce qui fait la différence. J'étais très anxieux, puisque je m'attends toujours, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez bien sur scène, vous vous dites il faut que ça se passe bien, il faut que ça se passe bien, parce qu'on est très impliqué émotionnellement. C'est important, c'est le contact avec le public. Et
Et cette espèce de générosité qu'il donne de tous les instants, de ce qu'il transmet à son public. Je suis venue le voir à Garnier pour le site de Massenet, où je l'ai trouvé encore plus fort que d'habitude. J'ai adoré. Parce que tout ce qu'il m'a fait entendre, c'était d'une telle émotion. J'ai adoré. Si j'ai une idole sur cette terre, ce serait Roberto Alagna. Tout ce qu'il fait, je trouve ça extraordinaire. Bravo. Jusqu'à maintenant, c'est mon père qui le dit, alors je le crois. Ah, mais oui, bien sûr. Et c'est la vérité. Ça, c'est comme quand les mamans disent mon fils, c'est le plus beau. Non, mais là, c'est magnifique. Attends, c'est énorme, hein, bravo. Merci. Bravo, c'est bien. Roberto Alagna, une des grandes qualités que tout le monde vous reconnaît, et c'est votre diction qui est formidable. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut constamment travailler ou c'est acquis? Bien sûr. Non, il faut la travailler tout le temps parce que la diction, c'est quelque chose qu'on risque de perdre. Vous savez, souvent, on a peur de perdre de la puissance parce qu'en soulignant trop la diction, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de lier des sons avec la diction quand on apporte beaucoup de soin. Mais moi, ce qui me dérangeait lorsque j'étais enfant et que j'écoutais de l'opéra, j'adorais ça et souvent, je ne comprenais pas le texte. Et je crois que le texte, c'est très important. C'est ce qui touche les gens. Après, la vibration de la musique fait qu'il se passe quelque chose de magique. Mais le texte, le mot est très important. Donc pour moi, c'est capital de comprendre ce que le compositeur a voulu dire, parce que c'est grâce au texte que le compositeur a fait sa musique. La qualité de son français, c'est quelque chose d'absolument unique, dont on n'avait sans doute pas connu depuis Georges Thill. Il a cette technique absolue qu'avaient auparavant des gens comme Georges Thill, enfin tous les grands chanteurs, les grands ténors français d'il y a 50 ans ou plus. On comprend chaque mot, parce qu'il porte chaque mot, parce qu'il le projette, parce qu'il le colore, et parce qu'il l'habite d'un sens. Parce qu'il chante en sachant ce qu'il chante, et en sachant ce qu'apporte le mot, et ce qu'il y a derrière le mot. Où se cache la belle enfant que ton âme m'a fait voir? Est-ce un vain sortilège? Non pas, mais sa vertu la protège. Ce que je trouve amusant, et chaque fois que j'ai chanté avec lui, j'étais influencée par ça, c'est qu'il ne roule pas les airs. Il le fait vraiment comme en français. Qu'importe, je le veux, viens. Roberto est le seul ténor, en tout cas, qui n'a pas besoin de ce sous-titrage qu'on met partout dans toutes les maisons. Dans son chant, c'est un chanteur qui a apporté un vent nouveau, un vent de fraîcheur dans ses interprétations, parce qu'il a magnifié avec son art et ses qualités propres tous les rôles qu'il a pu aborder. Quel nouveau ciel par ces lieux. J'ai voulu apporter, moi, une modernité dans la diction française, parce que des gens du passé, comme, je sais pas, Alain Vanzo ou Georges Thill, on les comprenait très bien en français. Sauf qu'il y avait peut-être un peu une sorte de... Il y avait quelque chose de précieux dans le français, qu'on appelait ça un peu châtié, mais du coup, ça devenait un peu mièvre, un peu des fois. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est apporter une sorte de déclamation moderne. Et voilà, et ça a marché. Au départ, ça a surpris, mais ça a marché, et puis je crois qu'aujourd'hui, ça a fait école. Mais je crois que ça vient de son goût et de son respect des textes, et de son vœu, justement, d'être autant acteur que chanteur. L'opéra, c'est une voix qui se nourrit d'un jeu, c'est un chant qui se nourrit du théâtre. Et quand on a un animal scénique comme Roberto Alagna, on comprend qu'il a besoin justement du théâtre pour déployer toutes les capacités de sa voix. La giubba e la faccia infarina, la gente paga e rider vuole qua, e se Arlecchino t'invola Tramor
Roberto est pour moi un acteur, immense acteur qui a une voix. Il y a des fois à l'opéra on n'y croit pas trop, et lui il fait tout pour qu'on y croie. Il pleure des vraies larmes, il fait des vraies batailles. Ça vous aimeriez faire des films d'opéra? C'est-à-dire à la fois être chanteur et acteur. Oui. Ça vous plairait? On m'a proposé, je me souviens que... Déjà? Vous voyez que tout va vite. On m'avait proposé une chose qui était assez marrante, quoi, que j'ai refusée. Mais j'aimerais un jour peut-être, qui sait, tourner un film d'opéra. C'est le producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier qui a eu l'idée de confier au cinéaste Benoît Jacot la réalisation du film opéra Tosca, le chef-d'œuvre de Giacomo Puccini. Avec ce film, Roberto Alagna a donné la preuve, s'il en était besoin, qu'il n'était pas seulement chanteur, mais aussi acteur. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma nel ritrono costei, il mio En effet, je pense qu'il était très inquiet de l'image qu'il donnerait et de son jeu. En quelque sorte, la caméra ne passe rien. Donc, et aussi inquiet de la confiance qu'il m'avait donnée. Et les plans sont très longs. Il a fait aussi des records de prise de vue. Hein. Donc, il a des plans, je crois, dedans de 12 minutes, de 17 minutes, sans quitter la caméra. Donc ça, c'était assez nouveau au cinéma. Et donc, il fallait être aussi concentré là-dessus. Je me souviens, mon air, par exemple, il est entier, c'est une seule prise. Il y a toute la fin, c'est une seule prise aussi. Et je crois je sais que ça l'a, alors c'est le cas de le dire, enchanté, vraiment. Il était très, très, très ravi et je crois qu'il aime énormément ce film. Ah ouais, le film, ouais, j'ai adoré parce que déjà, c'est un autre support. Et moi, j'aime innover. J'aime bien quand une œuvre se balade comme ça et est transformée quelque part. Parce que le film, c'est plus la pièce, c'est plus l'opéra. Donc, mais j'adore ça. C'est comme quand, je sais pas, un grand peintre s'empare d'une œuvre fameuse et en refait une autre sur la même chose, quoi. Donc, ça devient une autre œuvre. Et c'est ça qui me plaît. Et donc, faire du cinéma, c'est la même chose. C'est aller dans un autre monde et apporter quelque chose de nouveau encore, une autre lecture. C'est un art, le chant, qui pratiqué à ce niveau-là, demande une exigence, une idée de l'art qu'on est en train d'effectuer prodigieuse, que je ne connais pas ailleurs. De façon aussi disciplinée, il y a que les sports de très haut niveau qui sont dans ces eaux-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce n'est pas un hasard si la carrière d'un chanteur d'opéra est souvent comparée à celle d'un sportif de haut niveau. Ils ont en commun la rigueur poussée à l'extrême et l'hygiène de vie impeccable. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je fumais, je buvais un petit verre, et puis du jour au lendemain, mon vieux prof m'a dit « Écoute, si tu veux faire de l'opéra, il faut arrêter ». J'ai tout arrêté, parce que l'ordre m'a plu, parce que la passion était plus forte, et donc pour moi, c'est pas un sacrifice. Il ne faut pas boire, parce que la muqueuse est très fragile, donc le vin, le champagne, tout ça, ça use un peu la muqueuse. Mais il n'y a pas que ça, hein. Le café c'est pareil, il y a plein de trucs comme ça. Pour la voix, c'est simple, tout fait mal. Le seul truc vraiment efficace pour la voix qui fait du bien, c'est de se taire.
Voilà. Être au top, il y a un prix à payer pour cela. Mais au final, les récompenses sont nombreuses. Alors, l'enregistrement classique de l'année. C'est le Carmen de Bizet. Carmen de Bizet, avec Roberto Alagna et Angela Gheorghiu. Michel Plasson, oui. Quel plaisir, quelle reconnaissance. Et c'est la victoire de plus grand ténor que nous avons. Merci, n'oubliez pas cette victoire. Le gagnant, c'est Roberto Alagna. Roberto Alagna. Lorsque j'ai chanté cette Marseillaise, c'est là que je me suis senti français vraiment au fond de moi. Parce que c'est vrai que quand on est issu de l'immigration, on est divisé entre deux pays. Il y a le pays de sa famille, de ses parents. Et donc, c'est presque troublant de dire je suis français. On le dit parce que je suis né en France, mais quelque part, il y a quelque chose, il y a une déchirure, il y a quelque chose qui fait du mal parce que c'est comme si on trahissait un peu les siens. Et ce jour-là, c'est vrai que j'ai senti la flamme patriotique, j'ai envie de dire. C'est vrai que je me suis senti vraiment français ce jour-là. Roberto Alagna, décoré au Palais de l'Élysée, le ténor a reçu des mains de Nicolas Sarkozy les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, récompensé pour son talent reconnu internationalement. Il est au top, il est au top pour longtemps. Il arrive à un moment donné où on peut dire qu'il est seul. Hein. Les grandes voix d'opéra ne sont plus là, celles qui l'ont précédé, et il y avait un manque. Il est le plus grand dans ses catégories. Il a commencé par être une star française, européenne, il a conquis le monde. C'est quelqu'un qui gère très bien sa carrière, qui sait où il va, qui est un peu homme d'affaires, etc. Il sait ce qu'il fait, mais c'est toujours dans la sincérité, dans la joie, dans le bonheur de partager, de donner. C'est toujours sincère. Roberto, il y a une espèce de passion avec le public. C'est très excessif. Ah, moi, j'en reviens pas. Oui, il a des fans, des groupies. Mais il a des personnes qui sont presque devenues, j'allais dire, sa famille. Moi, j'avais tous ces disques, j'avais donc... il m'a aidé, ouais. Parce que dès que ça allait pas, j'écoutais Roberto Alagna. Et je l'écoutais souvent. Il y a une jeune fille qui a 14 ans, que je connais un peu maintenant, qui le suit partout. Parce qu'on dit l'opéra, c'est réservé à une élite intellectuelle, sociale, etc. On comprend rien, ceci, cela. Bon. Mais c'est pas vrai. Au départ, je crois que c'était un peu réservé aux gens qui avaient les moyens d'y aller. Et j'avais peur d'être là, en plein milieu des gens qui étaient peut-être habitués à aller à l'opéra. Pas moi. Mais maintenant, je suis habituée, ça fait depuis longtemps que j'y vais. C'est ça fait depuis 4 ans. Déjà, quand on rentre dans la salle, c'est quand même assez impressionnant de voir le rideau et tout. Puis quand on s'ouvre le rideau, on est assez émerveillé de voir ce qui se passe. Le plus grand, le plus saint des rois, lui, le chevalier du Christ, le vainqueur des Saxons. Oh, je suis un enfant. Ce que moi j'éprouve cette sensation-là, c'est que
Il joue pas à l'opéra, mais il est dedans. Et on dirait que c'est réel ce qu'il joue. Et moi, je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait quelque chose, en tout cas. Les loges, c'est un plus à côté. C'est ce qui me permet de discuter un peu de ça, de donner un peu son avis là-dessus. Il fait un peu partie de ma famille, un petit peu. Moi, c'est un grand ami pour moi. Vraiment, je me sens bien quand je vais le voir. Ah, Léonore, viens. Hein? T'as pleuré? Non. Non? Qu'est-ce que tu préfères, ça ou Carmen? Les deux sont très bien, ils sont différents. C'est vrai? Et ils sont différents et c'est ça qui est intéressant de découvrir d'autres opéras aussi. Bah, tu l'as déjà vu combien? 3 fois celui-là? J'ai vu la répétition et la première. Eh ben, Léon, c'est pas mal. Oui. Bravo. Tu vas voir, peu à peu, tu vas aimer de plus en plus. Parce que toi, ça fait longtemps que tu me suis, hein? Depuis toute petite. 8 ans. T'avais 8 ans la première fois. Oh là là. Je trouve que Roberto, il a un peu démocratisé et puis il a ouvert l'opéra peut-être à des gens qui pensaient que c'était très élitiste, alors que ça l'est pas. Si Roberto Alagna a réussi à démocratiser l'opéra, c'est au fond parce qu'il donne vie aux histoires qu'il raconte. Des histoires où chacun peut se retrouver. Il suffit pour cela de le voir évoluer sur scène. Moi, je dis souvent que c'est quelque chose presque d'impudique, un duo, par exemple. Lorsque vous avez je sais pas, quand vous faites l'amour, il y a un acte amoureux, vous mélangez quelque chose entre vous, que ça peut être tout, hein, la transpiration, l'émoi, les sentiments, tout ça se mélange. Et avec la voix, c'est la même chose. Les harmoniques se mélangent, les voix. Quand on est pudique, je vous assure que c'est très fort comme moment. Et peu à peu, il se passe quelque chose, comme dans l'acte amoureux. Moi, je prends un son, et puis j'entre dans un autre, et puis inversement, et puis en même temps, des fois, on chante à l'unisson. Et tout ça, ça s'assemble, et on ne formons plus qu'un. C'est ça qui est beau dans le théâtre. C'est incroyable, c'est d'une force, la musique, d'une sensualité. La voix, il n'y a rien de plus sensuel que ça. Si, c'est dangereux parce que c'est pour ça que souvent on tombe amoureux d'un collègue, on tombe amoureux d'une partenaire, c'est comme ça. Mais c'est le théâtre, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. À deux, il faut être en osmose dans les duos parce que c'est pas évident de ressentir la même chose que son partenaire. Comme il y a des chanteurs qui s'en fichent un peu, mais qui sont eux avant tout, ils font leur truc. Et, bon, avec Roberto, c'est pas le cas. Je vais dire que c'est le partenaire assez idéal. En tant que partenaire homme sympathique, mais comme partenaire professionnel qui est toujours soucieux du confort de son partenaire. Chimène, tu l'as dit, je reviendrai vainqueur. Oh, que j'ai dit. Roberto a eu de nombreux partenaires et il y en a qui sont particulièrement inspirants. Béatrice Uria Monzon, assurément, fait partie des chanteuses qui l'inspirent. Il a partagé avec elle de très nombreux rôles. Il y a une adéquation des personnalités, des timbres qui se complètent. L'un est solaire, l'autre est un timbre d'ombre. Et il y a ce rapport jour-nuit, il s'emboîte très bien. Et puis il y a un rapport de sensibilité. L'un et l'autre sont des hypersensibles. Il a besoin, au fond, d'avoir des tempéraments face à lui. S'il a simplement une petite chanteuse ou un petit chanteur qui sont souffreteux, il n'est pas bien, parce qu'il a besoin de rayonner, mais pour rayonner, il faut s'affronter. C'est un guerrier aussi, d'une certaine manière. Il aime ça. Et il suffit de voir, quand il chante le Cid de Massenet, son entrée, il arrive, fringant, il est époustouflant. Ça y est, c'est le jour de la dernière. Après 9 représentations du Cid au Palais Garnier, chacun partira vers de nouvelles aventures. Ce moment est à la fois triste et joyeux.
quand la dernière arrive, il y a une sorte de... C'est comme si c'était une mort, une petite mort. C'est curieux, hein, mais c'est comme si tout ce moment, tout ce travail s'arrête là. Voilà. Et donc on est triste à la fin. Là, par exemple, le CID, on ne sait pas quand est-ce qu'on le refera, mais il y avait une telle amitié, une telle osmose entre nous, une telle envie de bien faire, une telle envie de se dépasser, une telle envie de donner, que voilà, tout ça, d'un coup, c'est parti ailleurs. Et on est triste, on a la gorge serrée à la fin, et voilà, on s'embrasse tous, et puis on espère se retrouver. Bravo Roberto, et merci. Merci les amis. On se met là, Bravo, c'est bien, allez, on y va. Vous savez, je connais beaucoup la famille, c'est pas seulement Roberto, c'est les parents, c'est le père qui avait une très jolie voix. Bon retour et rentrez bien. Et donc, il est un peu celui qui a transmis ce cadeau extraordinaire qui est un instrument vocal. Salut les amis. C'est des milieux venus d'immigration du sud de l'Italie, rien ne leur a été donné. C'est des gens qui réussissent en famille. On ne peut pas parler de Roberto Alagna si on ne parle pas de ses parents. Puis il y a la sœur, Marinelle, qui gère son agenda, gère son planning, gère ses cachets. Et elle est formidable. Pourquoi? Parce que elle est bien plus qu'un agent. Donc effectivement, la famille de Roberto est très très présente. Mais ça l'est, j'espère, toujours un atout, parce que c'est beau aussi d'être porté par sa famille. Cette fusion familiale est en effet un atout. Elle leur permet de réaliser ensemble des projets artistiques de grande envergure. Comme Le Dernier jour d'un condamné, qui a été créé au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et sa version scénique à l'Opéra d'Avignon. Roberto Alagna a quelques jours de la première de son nouvel opéra. Séance de travail ou réunion de famille, les deux. Cet opéra, ce sont ses frères qui l'ont écrit pour lui. Pour ces trois-là, travailler ensemble a toujours été une évidence. Il y a quelques années, Roberto lit Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, exprime l'envie d'en faire un opéra. Facile, Federico écrit le livret, David compose la musique. Le rôle du condamné, évidemment, sera pour Roberto. Donc c'est une œuvre qui va m'accompagner, je pense, maintenant jusqu'à la fin de ma carrière, parce que c'est une œuvre qui me donne énormément de plaisir, même si c'est un sujet grave, même si c'est un rôle qui est épuisant, parce que le rôle du condamné, les deux d'ailleurs, les deux condamnés, est vraiment épuisant. C'est 2 heures sur scène, non-stop, et avec une tessiture très exigeante, une vocalité exigeante, et une interprétation aussi. C'est un ouvrage qui est usant, parce que quand on veut vraiment le défendre, on est obligé de s'investir à 100%. Et là, je dois dire que je m'investis plus que 100%, c'est du 200%, parce que je voudrais tellement défendre cette œuvre que je voudrais donner tout ce que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir partager cette émotion que moi je ressens en chantant. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, sanglante, implacable idée. Je n'ai plus qu'une conviction, qu'une certitude. Mort. Parfait. Oui, très bien.
Michel te remercie, tu vas contre ta place. Et la sienne, tu as une petite rigole que tu remplis. D'accord, je passe par là. Exactement. On y va? Roberto. Au revoir. Merci, merci. Alors, les Corrégis d'Orange, depuis des années, depuis 1970, je crois, c'est le rendez-vous incontournable de l'art lyrique. Alors, il est un des recordman, lui. Hein. Je pense que c'est le plus long sociétaire des Corrégis, puisqu'on a eu notre première collaboration en 1993 au Traviata. C'est vrai. Tous les étés, entre canicules, orages et Mistral, Orange se reprogramme pour les Corrégis. C'est avec sa fille Ornella qu'il retrouve les pierres romaines du théâtre. 20 siècles de spectacles et de tragédies qu'il vient reconquérir pour la 7e fois. Alors, c'est pas beau ça? Ces pierres, c'est sûr pour un artiste, ça vous parle, ça va au fond de l'âme, comme ça. On a l'impression de poursuivre une tradition comme ça et de se passer le flambeau les uns les autres. Alors, il faut savoir qu'à Orange, il y a une relation d'amour entre Roberto et le public parce qu'il a beaucoup chanté à Orange, pratiquement tous les étés depuis plus d'une dizaine d'années. Il a beaucoup chanté à Orange, le public l'adore. Dans ce lieu qui est quand même un des lieux où il faut affronter véritablement le public, aller jusqu'au bout de soi-même, mais où on peut aussi recueillir du public quelque chose d'extraordinaire. Il y a un échange formidable à Orange. Alors, pour avoir joué à Orange, moi, avec des micros, je me dis, comment il va faire? Bon, alors les Romains étaient très forts hein, au niveau acoustique. Enfin, quand même, là, avec un orchestre devant, pouvoir pousser à ce point-là... Alors, outre la beauté de la voix, la musicalité, l'engagement physique, bien sûr, tout ça, hein, j'en parle même pas. Le charisme, parce que ça aussi c'est important pour un chanteur, et spécialement pour un ténor. Tout ça, évidemment, il faut l'avoir et tout ça, il l'a. Mais ce qui est particulier chez lui, c'est, je crois, cette façon de communiquer sa joie de chanter. Il a toujours chanté ici les ouvrages du répertoire français comme Faust, comme Roméo et Juliette, comme Carmen, les ouvrages du répertoire italien comme la Bohème, comme Pagliacci et Cavalleria Rusticana, qui était déjà un défi en soi parce que chanter les deux ouvrages déjà dans la même soirée, c'était loin d'être évident. Ça, c'est un défi déjà. C'est un lieu mythique pour moi. C'est une sorte de... comment dire? C'est comme si j'allais me ressourcer. On se retrouve avec le public pour partager un peu toutes les joies, les peines et les douleurs de la saison. Je vous explique pourquoi. Orange, c'est toujours en fin de saison. D'accord? Donc si vous avez eu une saison légère ou que vous ayez un planning un peu moins chargé, ça va. Orange. Mais quand vous avez un planning comme le mien, qui est tout le temps en train de s'enchaîner, vous arrivez exténué. Un peu comme au football, vous savez, quand ils ont fait toute leur saison et qu'ils arrivent à la fin, ils sont exténués. C'est exactement la même chose avec Orange. C'est-à-dire que c'est la fin de mes forces et le lieu est démesuré. Donc ça veut dire qu'il faut aller, chercher au fond de soi-même des ressources incroyables pour pouvoir chanter à Orange. Orange, c'est le Tour de France. Voilà. Et il y a tout. Voilà. Il y a le sprint, il y a le tourmalet, il y a l'endurance, il y a le chronomètre, il y a tout. Et il faut réussir ce tour de force qui est incroyable. C'est quelqu'un qui se lance en permanence des défis à lui-même et qui les réussit
pratiquement toujours. Je veux dire, c'est une success story ininterrompue, la carrière de Roberto. Quand il sort de scène, donc à Orange, il est à peu près minuit, 1h du mat. Il a donc 2 heures d'autographe, tout le monde attend. Enfin, c'est hallucinant. La patience qu'il a pour signer ses autographes. Après, il rentre chez lui. Il fait la cuisine parce que c'est lui qui fait la cuisine. C'est super bon ce qu'il fait, des pâtes extraordinaires. Qu'il y ait quelque chose ou pas dans le frigidaire, peu importe. Et après, si tu as envie, il te rechante plein de trucs à ton oreille parce que tu as envie. Le seul mystère, sincèrement, c'est que normalement la fatigue se porte sur la voix et il n'est jamais fatigué avec l'emploi du temps qu'il a. Alors ça me paraît très bizarre. Enfin, pour moi, c'est un extraterrestre. Je trouve qu'arriver là où il en est arrivé, ça mérite vraiment un grand respect. Les rôles, les innombrables rôles qu'il a chantés, la manière dont il se donne à son public, à tous ses publics. Ça aussi, c'est faire preuve de générosité. Non, je suis très très fière de lui, très fière. Et je suis très honorée d'avoir eu la chance de l'écouter à ses tout débuts.
Si je devais résumer Roberto, je dirais avant tout prise de risque. C'est quelqu'un qui a pris énormément de risques dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter de chanter une dizaine de rôles, de moitié français, moitié italien, et puis voilà, garder son capital, et puis voilà. Or, il continue d'une part à chanter plein de nouveaux rôles, du répertoire, et aujourd'hui, à 52 ans, il a toujours cette technique solaire et sûre et qui lui permet d'être toujours au premier plan dans tous les grands théâtres du monde, et il va encore chanter beaucoup d'années, Roberto, s'il le veut. Bon, je crois que maintenant, sa nouvelle paternité va sans doute un peu le calmer, et qu'il va peut-être prendre un peu plus de recul qu'il n'en a pris jusqu'à présent. Mais c'est quelqu'un qui se donnait tout entier à son métier, et avec une passion, une générosité, une sincérité, un engagement de tous les instants. Aujourd'hui, j'ai envie de lever le pied et commencer à moins chercher la difficulté et le challenge à tout prix. Voilà. Mais au contraire, peut-être aller chercher cette énergie dans ma vie privée, dans la sérénité, et pas seulement toujours dans cette passion qui a été mon carburant, mais qui aujourd'hui, je crois que j'ai donné beaucoup au théâtre, à la musique. Ça a été ma passion, c'est ma passion toujours. J'ai donné toutes mes forces, j'ai donné toute ma vie, j'ai quasiment tout sacrifié pour ce métier. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps que je pense aussi un petit peu à moi. Bonjour. On ne peut pas apprécier la vie, être heureux de découvrir de beaux endroits, si on sait que notre enfant est à la maison sans nous. Et comme Roberto a vécu ça de nombreuses années, qu'il a dû laisser sa petite fille, qu'il ne l'a pas vue grandir chaque jour, il dit aujourd'hui que Dieu lui a donné une seconde chance. Oui, j'ai besoin maintenant. Je m'aperçois qu'il ne faut pas que je rate ma petite fille d'aujourd'hui, Malène. Il ne faut pas que je rate ma vie privée, mon couple. Moi je le sais, Roberto nous le dit à nous aussi que maintenant il se sent bien. Il a trouvé la paix, il a une famille, il y a Malena et il aimerait travailler un peu moins. Je ne pense pas que cela soit possible parce que vraiment, il aime les deux. Merci beaucoup. La prochaine soprano, elle est là. T'as vu, c'est beau ici, hein? Oh! Tu vas peut-être chanter ici, toi aussi, un jour. Hein? Tu vas chanter ici?